Silence demandé. Moteur. Ça tourne. Annonce. Bleu plus bleu égale 4. Ou un Français comme les autres. Théâtre des Chartreux, première. Action. N'ouvre la bouche que si ce que tu as à dire est plus beau que le silence. Algérien pour toujours, Français tous les jours. Si 3 fois 3 font 9, est-ce que 4 fois 4 font vieux? Mais je sais que bleu plus bleu égale 4. Qui suis-je? Je suis Doudou, le président de la République démocratique et populaire du Sénéné. Je suis né à Marseille en 1955, donc français. Mes parents sont arrivés en France en 1950 d'un département français, l'Algérie. En 1962, l'Algérie devient indépendante et mes parents font le choix de devenir algériens. Et je deviens algérien. En 2000, je demande ma réintégration à ma première nationalité et je redeviens français. Mais comme l'Algérie n'abandonne jamais ses enfants, enfin, certains de ses enfants, je reste aussi algérien. Algérien pour toujours, français tous les jours. Le petit bout de papier qui indique mon pédigré me fait penser à ces étiquettes que portent aux oreilles les bestiaux qu'on envoie à l'abattoir, avec une traçabilité, afin qu'au moment d'être consommé, on sache de quoi je suis fait. Être ou ne pas être. Être ou ne pas être français. Être ou ne pas être algérien. Vous savez que dans le mot algérien, il y a le mot Alger. Alger reste toujours une ville douce, de rêve, où dans une activité insouciante, on s'agite beaucoup et souvent pour rien. Habitants d'Alger, les Algérois. Vous savez que dans le mot algérois, il y a le mot Alger. Dans cette ville, l'illusion et le décor règnent en maître, règnent en roi. Alger, capitale de l'Algérie. Vous savez que dans le mot Algérie, il y a le mot riz. Non. Rien de rien. Non. Je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Alors, laisse-moi m'envoler. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. Évidemment, on rit encore pour des bêtises, comme des enfants. Mais pas comme avant. Pas comme avant. Ça, c'était avant l'accident.
Mon père est arrivé en France après la guerre de 1945 pour reconstruire la nation. À l'époque, l'Algérie était un département français. Fi khatar, mon père. Fi khatar, ça veut dire de la part d'eux. Fi khatar, ça veut dire hommage à. Fi khatar, mon père, de la part de mon père. Fi khatar Mohammed, de la part de Mohammed. Fi khatar, la ville de Ouargla en Algérie, de la part de la ville de Ouargla en Algérie. Fi khatar Tunis, Marseille, de la part de Tunis, Marseille. Fi khatar la France, de la part de la France. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon père. Il s'appelait Mohamed, comme moi. Il a travaillé d'abord comme cuisinier sur un bateau qui faisait Tunis, Marseille, Tunis. J'aurais aimé imaginer sentir sur lui les odeurs de friture et de vagues. Mais je ne sais même pas s'il a été cuisinier pour les premières classes ou s'il a été coq sur un cargo. Ensuite, il a été soudeur. Ça sent un soudeur. Parfois, quand j'aperçois quelqu'un avec un chalumeau entre les mains et la petite flamme bleue, je pense à mon père. C'est comme si j'étais soudain soudé. Mon père a fait venir ma mère de Ouargla. Ouargla, c'est un oasis qui se trouve dans le sud de l'Algérie. Et ils se sont mariés à Marseille en 1950. Et c'est ainsi que naquit ma sœur, Malika, une fille, suivie de Zulikha, une fille, et enfin moi, le premier garçon, Mohamed, comme mon père, suivi de deux autres garçons, Fethi et Meki, pour bien confirmer que je n'étais pas un accident de parcours, et que ma mère pouvait, grâce à Dieu, faire aussi des garçons. On a eu la vie de château. Parce que nous habitions dans un château. N'allez pas croire qu'on était des bourgeois. Mon père avait acheté la clé d'une chambre de ce château qui avait été bombardé pendant la guerre. Tout autour du bâtiment, il y avait une cité provisoire et un peu plus loin, un bidonville. Qu'est-ce que c'est qu'une cité provisoire? Une cité provisoire, c'est là pour 2 ans, 3 ans. Mais celle-là, elle était vraiment provisoire. Cela faisait déjà plus de 15 ans qu'elle était là. Nous habitions donc dans une grande pièce unique. Il y avait un lavabo et pas de sanitaire. On avait un seau pour faire nos besoins. Il fallait aller le vider dans la nature, près des jardins potagers, presque tous les 3 jours. C'est une tâche délicate qui m'a été confiée. Fallait faire attention de ne pas le renverser dans les escaliers ou sur le chemin, sinon catastrophe. Lorsque j'eus atteint l'âge de 5 ans, mon père est mort d'une méningite mal soignée. Eh oui, à l'époque, on pouvait mourir d'une méningite ou d'autres maladies honteuses, comme on disait. Ma mère s'est retrouvée seule, avec 5 enfants à nourrir. Elle avait 2 solutions. La première, retourner dans sa famille, là-bas, à Ouargla, dans le sud de l'Algérie, d'où elle est venue. La seconde, rester en France. Mais dans ce cas, se remarier. Avec un Algérien, bien sûr.
Mais comment une femme algérienne avec 5 enfants pouvait-elle se remarier? Elle n'était plus cotée à l'argus, si j'ose dire. Les femmes de la communauté de Ouargla de Marseille se sont concertées avec ma mère pour trouver une solution. Elles ont cherché un célibataire. Elles ont trouvé un célibataire dans la communauté. C'était un homme âgé de plus de 20 ans que ma mère. Un honnête travailleur, algérien, de Ouargla, dans la même ville que ma mère. Mais il avait un petit défaut. Il était alcoolique. Il buvait au bar, en pastis et en bière, tout ce qu'il gagnait. Il n'y avait pas de premier, ni même de deuxième choix. C'était à prendre ou à laisser. La Ralb. Ma mère s'est donc mariée avec ce Ouargli de Marseille et il est devenu mon beau-père Mahmoud. Chez nous, on dit Batima bla Fatima it's makbar. Une maison sans femme, c'est comme un cimetière. Ma mère. Fi khatr ma mère, de la part de ma mère. Fi khatr Daouya. Fi khatr les femmes de la communauté de Ouargla de Marseille. Fi khatr la famille Boukhashba. Fi khatr la famille Saifi. Fi khatr Fatna, bint Fatna. Fi khatr Ashura, bint Ashura. Fi khatr Marseille. Ma mère nous parlait en français avec quelques mots en arabe, et nous, on lui répondait en français avec quelques mots en arabe. Et puis avec le temps, elle a fini par nous parler complètement en français, et nous, on lui répondait complètement en français. Ma mère a le caractère du soleil qui frappe sur le sable, où il n'y a rien qui pousse. Et si tu veux discuter avec elle, tu dois être plus dur que ce soleil qui frappe sur le sable où il n'y a rien qui pousse. Daouya, la lumière, c'est son prénom. Elle ne portait jamais de pantalon. J'ai toujours vu ma mère en jupe ou en robe, mais à la maison, c'est elle qui portait le pantalon. Mais les robes, c'est elle qui les cousait pour les mariages. Elle faufilait les relations et les ourlets. Elle découpait les réputations et les longueurs chatoyantes de tissu. Et malheur aux mauvaises payantes, elle était capable d'en découdre avec les plus avares. De fil en aiguille, elle avait ainsi habillé tout le quartier. Et les jeunes mariés étaient vêtus de tissus et de renommée par ma mère. Je la revois derrière sa machine à coudre, avec son centimètre sur l'épaule. Elle mesurait les femmes, les propos, les amours, les fortunes, les bébés et les grossesses. Ma mère aimait les bijoux en or, comme presque toutes les femmes maghrébines. Elles voulaient toutes, à tout prix, avoir leur boulahia ou leur cravache. Boulahia, c'est un collier en or massif composé de pièces de Napoléon III. Cravache, c'est une ceinture tressée en or qui parfois peut être composée de pièces de Napoléon III. Comme Napoléon III est barbu, elles ont appelé ce collier boulahia, le barbu. À l'occasion de mariage ou de circoncision, elles exhibaient leurs bijoux comme dans un grand défilé de mode. La virilité de leur mari se mesurait à l'importance de leurs bijoux. Boulahia pouvait servir d'épargne en cas de coup dur.
Elles avaient inventé la caisse d'épargne. Quand on était dans le besoin, ma mère allait au clou. Le clou était le crédit municipal. Elle déposait ses bijoux, on lui remettait la somme qu'elle souhaitait, et lorsqu'elle voulait le reprendre, elle remboursait la somme plus les intérêts du prêt. J'accompagnais ma mère lorsqu'elle déposait ses bijoux. Je faisais office de Briggs, d'agent de sécurité. Moi, le premier de ces garçons. À l'époque, le premier garçon dans une famille maghrébine était le plus important, même s'il avait des sœurs plus grandes que lui. Chaque année, mes parents rentraient en Algérie. Ils s'étaient serré la ceinture toute l'année pour s'acheter des billets de pont sur le bateau. En France, on était les pauvres parmi les pauvres. Et dès qu'on arrivait en Algérie, comme d'un coup de baguette magique, on devenait riche avec tous les cadeaux qu'on amenait aux indigènes. Eh oui, nos cousins restés au bled étaient considérés comme des indigènes. C'est comme dans ce film-là, où le docteur Géry, il n'est pas très beau. Personne ne le regarde, personne ne fait attention à lui. Il fabrique une potion. Il avale la potion et puis bam 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 bam, il devient Mr. Love et tout le monde n'a Dieu que pour lui. Un jour à Ouargla, je suis rentré chez le boucher avec mon beau-père. Devant nous, il y avait un Ouargli qui prend son temps. Il compte ses sous. Il regarde les bas morceaux avec beaucoup de gras. Pas cher. Il se demande s'il va en prendre 100 ou 150 grammes. Et arrive l'immigré de France, mon beau-père, qui dit « Donnez-moi ce gigot. Oui, mettez-moi toutes les côtelettes. L'épaule aussi. Être riche chez les pauvres, quand on est pauvre, chez les riches. Être ou ne pas être. Être ou ne pas être. Faire vivre à l'indigène ce que nous, on vit toute l'année en France. Au bled, on nous appelle les émigrés. Comme si immigrés, ça s'écrivait avec un Z. C'est comme dans ce film-là. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Un Z qui veut dire zéro. Zéro. Il nous considère comme des moins que rien, comme des zéros. Mais zéro a participé à l'indépendance de l'Algérie. Ils nous haïssent, ils nous méprisent, mais ils sont jaloux, ils aimeraient comme nous, quart, avoir la carte de résidence, ils aimeraient comme nous, drame, venir jouer les riches au bled, tout, et quand on rentrait en France, on était les étrangers, comme si étrangers, ça s'écrivait avec un Z, le qui veut dire zéro.
Zéro. Ils nous considèrent comme des moins que rien, comme des zéros, comme des incapables, comme des indigènes. Mais Zéro s'est battu pour la France. Zéro a reconstruit la France. Zéro plus zéro égale la tête à Momo. Mon beau-père Mahmoud, fi khater mon beau-père Mahmoud, de la part de mon beau-père Mahmoud, fi khater Abdel Qader, fi khater la raffinerie de sucre Saint-Louis à Marseille, fi khater le quartier de Rouissat à Ouargla, fi khater Marseille. Mon beau-père Mahmoud a travaillé à la raffinerie de sucre Saint-Louis à Marseille. Pendant 40 ans, derrière la même machine, il fabriquait des pains de sucre. Toujours pareil, avec les mêmes gestes, la même allure, heure après heure, jour après jour, derrière la même machine. 40 ans. Vous voyez comme c'est un pain de sucre? Entouré d'un papier bleu. Ma mère cassait le sucre pour préparer le thé à la menthe. Nous, gosses, on s'écartait pour la regarder. Parfois, elle nous faisait goûter. Pas le premier, parce qu'il était trop amer, ni le deuxième, mais le troisième, parfois. Mais je ne veux pas casser du sucre sur le dos de ma mère. Chez nous, dans le château, il y avait un poêle qui servait à nous chauffer l'hiver. Il était situé au milieu de la pièce unique. Et quand il faisait très froid en hiver, on se rassemblait tous autour du poêle et ma mère nous racontait une histoire ou nous chantait une chanson. Ken yamaken fi qadim zaman. Il y avait une fois, un jeune prince très désobéissant. Tous les jours, il passait son temps à faire des bêtises. Et pour le surveiller, son père le roi avait ordonné à un serviteur de le suivre partout. Ce qui ne plaisait pas du tout au prince, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Il avait essayé de s'échapper à plusieurs reprises, mais le serviteur était malin et c'était impossible. Or, un jour, alors qu'ils étaient à la chasse, il profita d'un moment pour passer derrière un grand buisson. Il piqua des éperons dans le flanc de son cheval et il s'enfonça dans la forêt à la recherche d'une grosse bêtise à faire. Au bout d'un moment, il ne retrouvait pas son chemin.
Il s'était perdu. C'était une partie de la forêt sombre et humide qu'il ne connaissait pas. Il ne savait plus pas de quel côté se tourner quand tout à coup, il aperçut une femme. Qui êtes-vous? Je suis la reine des Indes et je passe mes vacances dans cette forêt. Et vous? Moi, je suis le fils du roi et je me suis perdu. Ah, je connais le chemin de ton château. Mais avant, permets-moi de t'inviter dans la maison que j'ai louée et qui est à 2 pas. Tu accepteras bien quelques rafraîchissements. Volontiers, dit le prince, volontiers. Et elle le conduisit près d'une chaumière, basse et noire. Au moment où le prince s'apprêtait à descendre de son cheval, il entendit la reine des Indes appeler. « Les enfants, vous êtes là ?»« Oui, mère, nous sommes là. Et que nous as-tu rapporté ?»« Je vous ai rapporté un prince. »« Ah, et comment est-il ?»« Il est bien gros et bien gras. Vous allez vous régaler, mes chéris. » En entendant cela, le prince frissonna. Il fut saisi d'horreur et d'un grand froid. Une ogresse! C'était une ogresse! D'un réflexe, il fouetta son cheval juste au moment où la reine des Indes, où l'ogresse allait le saisir par la bride et il s'enfuit au triple galop sans se retourner. Par miracle, il retrouva son chemin et son serviteur qui se désespérait. Et c'est depuis ce jour que ce jeune prince devint le plus obéissant des garçons. Le poil devenait rouge lorsqu'il était bien chargé. Et ma mère nous avait bien recommandé de faire très attention, car on risquait de se faire très mal, et peut-être même de mourir si on venait à le toucher. Un jour, j'ai poussé ma sœur Barca pour vérifier si c'était vrai. Je lui ai laissé sur le visage les stigmates de ce moment pour la vie. S'en est suivi une fessée mémorable dont mes fesses ont gardé le souvenir. J'avais comme ennemi le martinet, le balai, il connaissait mon dos, ma tête, mes bras, mon cou. Alors j'allais me réfugier dans ma république à moi, la république démocratique et populaire du Sénégal. Là où les couleurs chantent la vie. Là où germent les rêves d'enfants. Là où la barque devient un vaisseau. Là où bleu plus bleu égale 4. Petit cœur d'amour, il faut fermer tes beaux yeux. Petit cœur d'amour, car il pique un peu. Petit cœur d'amour, il faut dormir maintenant. Petit cœur d'amour, pour te reposer vraiment. Dans notre quartier, la Calade, il y avait des vendeurs ambulants qui chantaient pour signaler leur présence, comme
Vitrier, le marchand de poissons. Ardino, lei vivo! Ardino, lei vivo! Sardine vivante, sardine toute fraîche. Le remouleur, la moulaire. Aiguiseur, couteau, ciseaux. Aiguiseur, couteau, ciseaux. Et quand il s'arrêtait, il faisait tourner sa meule et il aiguisait un outil pour que les gens l'entendent. Et il entonnait une chansonnette. Vira bento giur, ben vira pulidetta, ses maggioi mes amour, vira bento giur, tourne bien toujours. Bien tourne ma poulette, tu es ma joie, mes amours, tourne bien toujours. Et il appelait aussi. Qui va vous faire un moula? Qui va vous faire un moula? Qui veut faire aiguiser? Qui veut faire aiguiser? Il y avait aussi le chiffonnier, l'estraseire. Peu de labre, peu de lapine, l'estraseire s'engaloupine. Peu de labre, peu de lapine, l'estraseire s'engaloupine. Peau de lièvre, peau de lapin, le chiffonnier est un galopin. Et il criait à tue-tête. Les dames d'en haut, les dames d'en bas, descendez vite car je ne monte pas. Les dames d'en haut, les dames d'en bas, descendez vite car je ne monte pas. Il y avait aussi la marchande d'escargots. À l'agaçon, les limaçons. À l'agaçon, les limaçons. À l'ail des gros et des péchons. À l'agaçon, les limaçons. À l'ail des gros et des péchons. À l'eau salée, les limaçons, il y en a des gros et des petits. Et dans cette ambiance, il y avait une chanson que j'avais entendue et qui est toujours dans ma tête et qui disait comme ça. Digo Gianetto, te vestilluga l'airetto, digo Gianetto, te vestilluga. Naini mammaire me vole marida all'airetto, naini mammaire me vole marida. Digo Gianetto, te vestilluga l'airetto, digo Gianetto, te vestilluga. Naini mammaire me vole marida all'airetto, naini mammaire me vole marida. Dit Jeannette. Veux-tu bien te louer? Oh non, ma mère, je veux me marier. C'était notre vie culturelle. Nos spectacles vivants. Comme dans la République démocratique et populaire du Sénéné. Dans la République démocratique et populaire du Sénéné, la musique nous emporte comme une vague à l'âme. Le chant nous berce doucement, doucement. Et la danse, cancan, qui caca, la caca, cancan, qui caca, cancan, cancan, qui raca, cancan, qui caca, cancan, qui raca, cancan, qui caca, cancan, raca, cancan, qui caca, cancan, qui raca, cancan. La danse nous transporte au pays des merveilles. Dans le château, nous habitions tout en haut, sous les toits, qui quelquefois laissaient passer la pluie. On mettait des seaux en dessous. Pas celui des besoins, bien sûr. Et tout en bas, habitait Madame Marie. Fichatre Madame Marie, de la part de Madame Marie. Fichatre ses chats. Fichatre les vieux. Fichatre la famille. Fichatre le château, fichatre la calade.
Madame Marie habitait au rez-de-chaussée avec ses chats. Elle avait beaucoup de chats, il y en avait partout. Elle était vieille, mais vieille. Elle s'habillait toujours avec la même robe, les mêmes charentaises et des bas épais, marrons et boudinés. Et quand elle parlait, elle tremblait comme ceci. Ma mère m'envoyait lui demander si elle n'avait besoin de rien ou si elle voulait que je lui fasse ses courses. Et elle ajoutait, attention, après si elle te donne des sous, tu ne les prends pas, c'est haram, c'est péché. Non, je sais. Maintenant que ma mère s'inquiétait surtout de savoir si elle n'était pas morte. Lorsque je passais le pas de sa porte, mon nez était pris par une odeur violente de pipi de chat et de renfermé. Et quand je lui ramenais ses courses, elle voulait à toute force me donner de l'argent. Mais j'écoutais ma mère, c'est normal que je lui fasse ses courses. Elle était vieille, mais vieille. Au premier étage, habitaient les Ferretti. Firatr les Ferretti. Firatr la famille française les Ferretti. Firatr Sophie Ferretti. Firatr la fraternité et l'amitié. Firatr les chrétiens. Firatr le château. Firatr la calade. Les Ferretti, c'était des catholiques, très fraternels et très chaleureux. À Noël, ils nous amenaient à des fêtes et on avait des cadeaux et le goûter. J'étais amoureux de leur fille, Sophie, secrètement. Mais c'était une adulte. Tu es mon doudou, mon gentil doudou, elle disait. Et moi je répondais, serre-moi fort, gratte-moi la tête. Serre-moi fort, très fort. Je suis ta petite peluche, hein, ta petite peluche à la noix de coco à toi. Serre bien fort ton doudou, il n'y a que nous deux au monde. Nous deux au monde? Un jour, j'ai vu arriver un grand jeune homme. Qui c'est celui-là? Celui-là, c'est mon fiancé. Ton fiancé? Je n'étais plus son doudou. Un jour, Madame Ferretti est partie pour aller s'installer à Carcassonne. Ma mère, sa fille et moi, nous l'avons accompagnée à la gare Saint-Charles. Et quand Madame Ferretti est partie, ma mère s'est mise à pleurer. Sa fille aussi. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi. C'est la première fois que je voyais ma mère pleurer. Au premier étage aussi, habitait la famille égyptienne. Firatr, la famille égyptienne. Firatr Kelsoum. Firatr Firouz. Firatr, la musique arabe. La famille égyptienne. Le père, un grand gaillard, cachait sa tendresse sous sa moustache virile. La mère ressemblait à une poule, entourée de ses poussins, et qui les surveillait du coin de l'œil. Chez eux, c'était bruyant. La radio était allumée en permanence avec de la musique égyptienne. On aurait dit qu'ils étaient toujours en répétition de danse. Les épaules en mouvement, les hanches en mouvement, les pieds en mouvement, et en même temps, ils chantaient les airs de la radio. Yegalem. 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 Au lieu de danser, va ramener la chèvre. Quelle chèvre? La viande que tu as achetée chez Ali le Chaoui. Quel Ali? Ali, chez lui, c'est qui tu as acheté cette viande.
Tu lui as dit que chez nous, on ne mangeait pas de viande, de chèvre. Nous ne sommes pas des chaouis. Ramène-la. Dans mon souvenir, c'est elle qui a ramené la viande, puisqu'elle l'a raconté à ma mère. Mais c'était peut-être lui, au fond. Il lui obéissait. Et ils avaient aussi 3 filles. Le père voulait absolument un garçon, mais il ne faisait que des filles. Les 2 plus petites, qui s'appelaient qui s'appelaient comme on voudra. Et la grande, qui avait mon âge, qui s'appelait Sherazade. Binti Shalabiya, Oyuna Laouziya, محبك من قلبي يا قلبي انتي نية محبك من قلبي يا قلبي انتي نية. Jeune fille coquette aux yeux en amande, je t'aime du très fond de mon cœur, oh mon cœur, tu es la prunelle de mes yeux. Quand j'avais 8 ans, j'étais amoureux de ma petite voisine égyptienne. Elle avait grandi, elle était très jolie avec ses yeux en forme d'amande et sa bouche, sa petite bouche qui me faisait penser à une pâtisserie. Et sa robe pleine de fleurs. Quand je la voyais, j'avais l'impression que c'était toujours le printemps, même en hiver. Elle portait toujours la même robe, même lorsqu'elle ne la portait pas. Enfin, dans mon esprit, elle la portait toujours. Un jour, nous sommes allés jouer au papa et à la maman dans le 2e étage du couloir. Dans le 2e étage du château, il faisait noir. Là, nous nous sommes embrassés. Je lui ai baissé la culotte. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire, mais c'était bon, c'était chaud. Je ne sentais plus mon corps. C'est comme si je m'envolais. Tout à coup, la lumière s'est allumée. Sa mère nous a surpris, elle et moi, à moitié nus l'un contre l'autre. Cette fois, c'est mon oreille qui chauffait, suivi de mes fesses qui me cuisaient jusqu'à la maison. Là, ensuite, ma mère a pris le relais avec le balai. Un cauchemar. Sa mère et ma mère criaient comme si j'avais commis le pire des crimes, alertant tout le voisinage. Je venais de faire des choses sales. On m'enfonçait dans la tête que j'avais fait des choses sales et que les choses sales ne se faisaient pas. Pendant toute mon enfance, je n'osais plus faire de choses sales. J'étais peut-être un cancre à l'école, mais cette leçon, je l'ai retenue par corps. Je veux dire par cœur. Elle est restée gravée au fer rouge dans mon corps et dans mon cœur pendant toute mon adolescence. En attendant, c'est mes fesses qui me cuisaient. Des coups de martinet que j'avais reçus. Et mes épaules pouvaient donner un accusé de réception au palais. La tête aussi. Plus tard, dans mon adolescence, j'ai appris que ma mère aussi faisait des choses sales. La preuve, je suis là. Petit cœur d'amour, il faut fermer tes beaux yeux. Petit cœur d'amour, car il pique un peu. Petit cœur d'amour, il faut dormir maintenant. Petit cœur d'amour, pour devenir grand.
Avec ma mère, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, nous prenions l'autobus. Le 70, la Calade, Birakem. Nous nous rendions dans le centre-ville de Marseille, aux alentours du quartier de la Plaine, pour acheter de la viande. À l'époque, les seuls lieux où on pouvait acheter de la viande halal, je veux dire de la viande cachère, étaient des lieux tenus par des juifs. Cette boucherie se trouvait sur le cours Julien. Et il y avait une longue queue dans laquelle nous attendions notre tour avec patience. Dans le magasin, une odeur d'épices très forte nous faisait voyager d'un pays arabe à l'autre. Et lorsque c'était au tour de ma mère, le boucher qui la servait, qui était juif, lui parlait en arabe et était au petit soin avec ma mère. À l'époque, il y avait un grand respect pour la communauté juive. Parfois, ma mère, elle achète un poulet. Quand elle mange le poulet, ma mère, elle fait craquer les os sous ses dents. Elle mâche, elle remâche, doucement, lentement. À ce moment-là, je n'aurais pas aimé être à la place de cet animal, ou du moins ce qu'il en restait. À l'école, on mangeait à la cantine. Et nos parents nous disaient, attention, faut pas manger du cochon, c'est haram, c'est péché, faut pas... Mais comment savoir quand c'était du cochon? On n'en avait jamais vu ni goûté. On ne savait jamais si c'était du lard ou du cochon. Pour nous, la cantine, c'était la fête. On y mangeait mieux qu'à la maison. La cantine, quand c'était poulet, la fête! La fête! Un souvenir de mon enfance. Un jour, un grand m'a demandé de le suivre pour lui rendre un service, comme il disait. Et je l'ai suivi. Nous avons traversé un quartier où il y avait des villas cossues et nous nous sommes arrêtés devant une belle et grande maison. Devant la maison, au fond, devant la villa, il y avait un portail solide qui, tel un titan, stoppait toute possibilité de passer sans la permission du propriétaire. Mais ce titan puissant était haut perché et pouvait laisser passer une souris sous ses pieds. Le grand me demanda de me faufiler sous la grille pour aller chercher les bouteilles de vin qui se trouvaient devant la maison. J'avais peur de voir surgir un chien au service du titan. Mais le grand me rassura. Je me faufilai sous la grille. Pam, pam, pam. Je parcourais l'allée. Pam, 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 pam. Doucement pour ne pas faire cresser le gravier sous mes pieds. Pam, 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 pam. Je m'emparai du précieux breuvage. Pam, 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 pam. Et les rapportai 2 bouteilles par 2 bouteilles au grand. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam. Et les grands les mettaient dans sa musette au fur et à mesure. Pam, 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 pam. Pam. Lorsque sa musette fut pleine, pam, pam, pam. Pam. Le grand me demanda de ressortir doucement. Pam, 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 doucement. Doucement. Pam, 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 pam. Et nous reprîmes le chemin du retour. La voix du grand claironnait de joie sur le chemin du retour. Sa musette était pleine d'un précieux butin. C'est comme dans ce film-là, où le héros, avec une formule magique, ouvre une grosse pierre et rentre dans une caverne, où les voleurs ont entassé des tas de trésors. Arrivé chez lui, il ouvre une bouteille de vin et sert le contenu dans 2 verres. Un verre pour lui, un verre pour moi. Je goûtais mais trouvais ça amer, acide, pas bon du tout.
Le grand rajouta du sucre. Je bus un verre, puis deux. Et le sol s'est dérobé sous mes pieds, et je suis parti dans un grand tourbillon qui m'a emporté. Quand je me suis réveillé, j'avais la tête dans une bassine d'eau froide. J'avais vomi toutes les tripes de mon corps. Ma mère criait, comme si j'allais mourir. Ah! Pour une fois, je n'eus pas droit au martinet. Ni au balai. Ah, même à une petite fessée. Mais à une leçon de morale digne d'une messe pour le temps présent. C'est à partir de ce jour que j'ai décidé que je ne toucherai plus une bouteille de vin. Et que je n'écouterai plus les grands quand ils viennent me demander un service. Dans le département français d'Algérie, la tension entre les colons pieds noirs et les indigènes du département d'Algérie s'accentuait de jour en jour et les attentats étaient de plus en plus nombreux. La guerre de lutte pour l'indépendance de l'Algérie se poursuivait en France. Les militants du Front de libération à Marseille collectaient de l'argent pour acheter des armes pour la libération de l'Algérie. Mon beau-père Mahmoud avait participé à l'indépendance à sa façon en donnant une partie de son salaire mensuel une fois, ce qui réduisait considérablement sa consommation d'alcool ce mois-ci. Quelques mois plus tard, les militants du Front de libération sont venus à nouveau collecter de l'argent. Mais mon beau-père Mahmoud a refusé de participer une seconde fois. Je ne suis pas une vache à lait. Et puis maintenant, j'ai une femme et des enfants à nourrir. Et puis je ne sais pas où va mon argent. Voilà. En colère, les militants du Front de libération sont repartis. Un matin, tôt, vers 5 heures, toute notre famille a été réveillée par des coups violents sur la porte. On aurait dit des coups de marteau qui allaient faire exploser la porte. Ouvre la porte! Ma mère, qui s'était réveillée la première, demanda « Shkoun, qui c'est ?» Le Front de libération, ouvre ou je te fais sauter cette putain de porte! Ma mère a ouvert la porte. Les militants du Front de libération se sont précipités sur mon beau-père qui venait de se réveiller, qui était en pyjama et pieds nus. Ils lui ont ligoté les mains avec du fil de fer et ils l'ont emporté violemment. Pendant 3 jours et 3 nuits, nous ne savions pas
où était détenu le beau-père Mahmoud. Peut-être était-il mort. Le troisième jour, les militants du Front de Libération ont décidé de montrer un exemple à la population du quartier. Montrer ce qui peut arriver à celui qui n'épouserait pas la cause algérienne, à celui qui épouserait une Française. La cause. C'était un vendredi. Je m'en souviens comme si c'était hier. Dans notre quartier, il y a une grande place publique où les hommes se retrouvaient ou se rencontraient. Il était 17 heures lorsqu'ils ont sorti le beau-père Mahmoud. Ils l'ont poussé comme on pousse un mouton pour le sacrifice de l'Aïd el-Kébir. Le beau-père Mahmoud est tombé dans la poussière, les mains dans le dos attachées avec du fil de fer. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que voulait dire l'expression « mordre la poussière ». 5 hommes autour de lui, le frapper, lui asséner des coups violents, et tout ça sur la grande place publique, devant tout le monde. C'est comme dans ce film-là, où les gladiateurs rentrent dans l'arène, où tout le monde se délecte du spectacle. « Ouais, vas-y, tue-le, ouais, vas-y, coupe-lui la tête, ouais !» Et où l'empereur, avec sa couronne de laurier, décide de la vie ou de la mort en faisant comme ça ou comme ça. Il lui crachait des mots comme « Khadar, traître !»« Khamj, pourri !»« Ould el-Kulb, fils de chien !»« Kharabit, moins que rien !» Et moi, j'étais là. Je regardais ce spectacle où personne n'osait prendre la défense de mon beau-père Mahmoud. Il gisait sur le sol, pieds nus, plein de sang, couvert d'échymoses dans son pyjama bleu. Et moi, je pleurais, je retenais les cris dans mon ventre pour ne pas tuer. C'est à partir de ce jour que j'ai décidé que je ne parlerais plus l'arabe, que j'allais me créer mon propre monde, ma république démocratique et populaire du Sénéné, et que je saurais me venger de ce que je venais de subir. Ça a commencé à l'école. À l'école, il y avait des garçons, les fils de ceux qui avaient frappé mon beau-père, qui venaient me frapper moi, me molester moi, qui étais tranquille dans mon coin. J'attendais la sortie de l'école, et je me pointais devant chez eux, avec des pierres. J'attendais avec patience qu'ils sortent de chez eux. Et quand ils sortaient, je leur jetais violemment les pierres sur la tête. J'étais précis, adroit. Dans mon tableau de chasse, j'avais fracassé 7 têtes. J'étais devenu une terreur. Dans le loup que j'étais, je suis devenu un loup assoiffé de vengeance et de sang. Sans le savoir, j'avais inventé l'intifada. Et puis, le scénario se répétait. Lorsque j'avais fracassé une tête, ses parents se rendaient chez ma mère pour aller lui raconter tout le mal que j'avais fait. J'étais sur la colline, à observer le garçon qui se tenait la tête pleine de sang et sa mère qui se rendait chez nous. Et dans ma tête, je lançais au garçon et à sa mère, traître, pourri, fils de chien, moins que rien, fou. Et lorsqu'ils furent rentrés chez eux, je me préparais à la négociation. La négociation, ma mère se mettait à la fenêtre et elle m'appelait. Mohamed! Je me présentais en dessous. On habitait au 2e étage. Et là, on échangeait presque toujours les mêmes mots. Mohamed, monte! Si je monte, tu vas me frapper! Monte, on verra après! Monte, on verra après! Monte, on verra après! Dans l'escalier, je la préparais, ma république démocratique et populaire du Sénéné.
Pourquoi République démocratique et populaire? Parce que ça fait de l'effet. Parce que ça fait bien. République démocratique et populaire du Sénéné. Waouh! Et j'inventerai sa langue, avec ses mots, la grammaire, chaque mot, et l'hymne national de la République démocratique et populaire du Sénéné. Akenana, 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 Tauya. Dans ma République, il y aurait une frontière, mais je la mettrais là où je voudrais. Et puis, ce ne serait pas la peine de venir me voir pour me demander de la mettre au bout de son jardin à soi, contre des sous, contre beaucoup de sous. Ah bah la corruption! Dans ma République, il n'y aurait pas de chef. Puisque le chef, ce serait moi. Non, le chef, ce serait Doudou. Doudou, chef de la République démocratique et populaire du Sénéné. Doudou, président! Doudou, président! Doudou! Et si, sur le palier du premier étage, je m'arrêtais? Et si ma mère disait « C'est moi, le chef de la République démocratique et populaire du Sénéné !» J'entendais alors, en haut des escaliers, « Alors, tu montes ! Dans ma République, il n'y aurait plus de punition. On interdirait les martinets, les palais, et pour balayer, il suffirait d'ouvrir les fenêtres, et le Mistral emporterait la poussière, les peurs, les coups, les larmes, et refroidirait le derrière rougi des garçons punis. » Le temps a passé. J'ai grandi. Ma mère et mon beau-père sont retournés définitivement dans leur pays natal, dans la terre qui les a vus naître. Je me suis réconcilié avec l'Algérie. Mais au fond de moi, c'est la République démocratique et populaire du Sénéné qui gronde toujours. C'est une république sans frontières, où les gens sont libres de bercer l'enfant qui sommeille en eux, de le réveiller doucement, tendrement, pour qu'il puisse retrouver Doudou, pour apaiser le monde. Petit cœur d'amour, car il pique un peu. Petit cœur d'amour, il faut dormir maintenant. Petit cœur d'amour, pour te reposer vraiment. Petit cœur d'amour, il faut fermer tes beaux yeux. Petit cœur d'amour, car il pique un peu. Petit cœur d'amour, il faut dormir maintenant. Petit cœur d'amour,
pour devenir grand. Algérien pour toujours, Français tous les jours. Coupez! Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal.